Voilà, donc là, on va essayer de... Voilà, question. Il avait une question. Je disais que si vous pouvez reprendre l'explication de comment vous avez équilibré les résultats. Comment on a équilibré? Oui. Voilà. Donc là, c'est-à-dire pour chaque opération, on a identifié ce qui est au niveau du passif, ce qui est au niveau de l'actif et ce qui est au niveau du compte de résultat. Les opérations qui intéressaient le compte de résultat, on a rangé tout ce qui est produit, CP plus produit quoi, à gauche, à droite, et on a rangé tout ce qui est charge à gauche, n'est-ce pas? Donc, l'énoncé nous dit achat de marchandises à crédit, donc on débite ici, on met la charge parce qu'on a acheté. Le reste, ça intéresse le passif du bilan. Donc nous, on ne se focalise que sur les opérations d'exploitation. Ensuite, l'énoncé nous dit vente de marchandises. Je mets 11 millions de ventes. Après, l'énoncé nous dit paiement au fournisseur. Ça intéresse le bilan. Ce n'est pas mon problème. Ça n'intéresse pas le résultat. Règlement des clients. Ça n'intéresse pas le résultat. Après, il dit dépenses diverses. Dès qu'on entend dépenses, ça veut dire que c'est des appauvrissements. Donc ici, charge, c'est appauvrissement. J'ai mis dépenses diverses. Après, on nous dit intérêts bancaires en notre faveur. Donc, ça veut dire que c'est des intérêts qu'on a reçus. Je mets 350 000. Intérêts à notre charge. Donc, c'est des intérêts payés. Je n'ai rien créé. Tout est dans l'énoncé. Après, loyer reçu. Donc, je le mets ici. N'est-ce pas? Et maintenant, il y a les données d'inventaire, ce que l'on appelle les données de fin d'exercice, pour pouvoir mieux corriger. C'est comme quand nos bonnes dames là font à manger le repas. Ils font le tiep, mais si ça ne vient pas avec le chupomé que j'aime bien, ou bien les batans, les djarto, le principal c'est quoi? C'est le riz, ce n'est même pas le poisson. Le principal c'est le riz. Mais pour que ce soit vraiment comestible et joli à voir, il faut mettre les nyama-nyama, le piment, le poisson, parce que y a le principal et les accessoires. Maintenant, en fin d'année, il faut corriger l'exercice, c'est-à-dire il faut le rendre plus sincère. Comment? D'abord, en intégrant le coût de l'usure du matériel, 600 000. Donc, je le mets en charge. Ça, c'est des charges non décaissables. Alors que tout le reste, c'était décaissable. Je prends de l'argent, je sors, et en contrepartie, j'ai le bien. Mais ici, il n'y a pas de charge. C'est des charges fictives. C'est juste pour diminuer le résultat, diminuer les 11 650 000. Donc, d'abord, il y a la dotation aux amortissements. Ensuite, il y a la dotation aux provisions. Je le rends plus sincère. Est-ce que je dois laisser les 800 000? Alors que je suis sûr qu'il y a de fortes probabilités que 80 000 vont diminuer. Ça, je le mets en charge fictif. De même que les 1 million pour litige et les 250 000 pour amende et pénalité fiscale à venir. À venir, donc probable. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça m'a permis de créer les charges aussi bien décaissables que non décaissables. Mais pour la marchandise, il y a une donnée d'inventaire en fin d'année qui me dit que maintenant, le stock de marchandises réel, c'est 1 800 000. Donc, je fais la différence pour avoir le coût d'achat des marchandises effectivement vendues. Maintenant, pour avoir le total des charges, je fais coût d'achat des marchandises vendues, plus charges diverses décaissables, décaissées même, plus dotation aux amortissements, intérêts payés, décaissés, et les dotations aux provisions, non décaissables. Et cette somme-là, c'est ça qui me permet d'équilibrer et d'avoir le résultat. C'est bon? Oui? On n'a rien créé, tout est dans l'énoncé. Oui, micro, voilà, au fond là, Céline.
Donc le bouquin va essayer de corriger d'une autre manière. Hein. Ça vous donne plus d'ouverture quoi, par rapport à l'exercice. Je disais, pour faire le bilan, Oui. est-ce qu'on peut utiliser, parce que j'avais connu une méthode là qu'on faisait en comptabilité, c'est-à-dire de faire libeller crédit, débit, solde. Bilan. Oui. Libeller. Oui. Débit, crédit, solde. Le bilan. Oui. Finalement, j'ai tout épuisé. Hein. C'est le dernier. Hein. Vous voyez que j'écris beaucoup. Donc, libeller. Débit. Crédit. Solde. Et ça pour le bilan. Oui. Non, peut-être la balance. La balance. C'est la balance. C'est ça. Et toutes les rubriques là, on pourrait les mettre. Voilà, parce que là, ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure, quoi. Il y a une organisation comptable. D'abord, il faut analyser les opérations en flux, entrant, flux, sortant, les ranger par nature, les inscrire, les enregistrer dans un document qu'on appelle journal, déverser ces opérations dans le grand livre et maintenant établir la balance. Et à partir de la balance, on prend de 1 à 5 pour le bilan, 6, 7, 8 pour le compte de résultat. Okay. Ça, c'est la tâche du comptable, la tâche quotidienne du comptable. Okay. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est non pas la balance, mais le bilan et le compte de résultat. Parce que vous êtes un décideur. D'accord. C'est bon? C'est bon. Okay. Si on avait plus de temps, on pouvait faire le cheminement pour aller jusqu'au bilan. N'est-ce pas? C'est-à-dire on pouvait enregistrer les opérations en débit-crédit. Je vous ai donné 2 ou 3 exemples. Reporter ces opérations-là dans le grand livre. Arrêter les mouvements, les totaux. Les répercuter dans la balance, ici, en débit-crédit et en solde débiteur ou créditeur. Et maintenant, sortir le bilan et le compte de résultat. Ça, c'est la technique pure et dure, quoi. Mais en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de la décision. Donc, vous avez besoin de connaître les concepts et l'utilité de chaque tableau. Parce que vous ne serez pas là à débiter, créditer, ainsi de suite. Bon, d'habitude, maintenant, c'est l'informatique qui fait tout. C'est l'informatique qui fait tout. Il y a certains logiciels, c'est des événements que vous créez, mais qui se traduisent derrière par des écritures comptables et qui génèrent automatiquement la balance, le grand livre, le bilan et le compte de résultat. C'est bon? C'est bon. Bon, malheureusement, 24 heures de compta, ça c'est un pari fou, hein? 24 heures de compta. Les économistes là, 24 heures de compta. Ça c'est juste l'introduction. Hein? Mais au moins maintenant vous comprenez ce que c'est que la compta. Vous comprenez, vous maîtrisez les concepts. C'était ça l'objectif, hein, pour un entrepreneur. Maintenant, ceux qui ont vraiment goût aux finances, vous pouvez lire le bouquin, hein, faire de l'autodidacte. Il ne faut pas faire les exercices sans correction, il y a juste les exodapes. Vous vous limitez à ça, vous vous autocorrigez. Moi, c'est comme ça que j'ai maîtrisé la compta. Hein. Je lis et j'ai lu tout le bouquin. J'ai résumé tout le bouquin quand j'étais à la fac. Et un jour, la lumière s'est ouverte. Mais j'ai grillé beaucoup de feuilles blanches. J'avais des rames et des rames de papier et des cartons de bic. Comme c'était année invalide, en 95, je ne faisais rien à la maison. Dormir, prendre le thé. Dès que je me lève, atcha. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Et un beau jour, c'est comme si on vous ouvre les portes de la science, du savoir, quoi. Oh, oui. C'est comme s'il y a une lumière qui pénètre. Et vous avez la logique, quoi. Voilà. Mais c'est différent de prendre un caillou, le mettre au marigot et vouloir en faire un caïman. C'est pas possible. Tout est logique. Hein? Il faut être embryon caïman. Ensuite, jeune caïman pour être gros caïman.
Tout est science dans la vie. Tout est logique. C'est extraordinaire. Tout est rationnel, comme il dit. Tout est rationnel. Et si vous avez des objectifs, il faut vous donner les moyens de les atteindre. Les moyens, ce n'est pas uniquement l'argent. Hein. Robert Kiyosaki, lui, il était bien là où il était. Un bon salarié, un bon directeur commercial. Mais un beau jour, il avait des objectifs. Il a tout abandonné. Avec sa femme, il vivait des fois dans un véhicule. Il faisait comme Macky Sall, bouteille de 10 litres pour prendre sa douche. Mais tout ce temps-là, il l'a utilisé pour réfléchir. C'est lui qui a créé les histoires de marketing commercial, marketing de réseau. C'est lui, hein? Maintenant, il est immensément riche. Si on vous dit que ce gars-là, des fois, il était hébergé par des amis ou des parents, vous n'allez pas le croire. Hein? Donc, il y a des investisseurs qui ont le goût du risque. C'est eux qui gagnent au finish beaucoup plus d'argent. Alors qu'il y a des investisseurs qui ont de l'aversion pour le risque. Mais l'essentiel, c'est d'être investisseur. Donc l'entrepreneur, c'est l'investisseur. Au début, il faut être prudent, mais après, il faut miser gros pour gagner gros. C'est comme à la loterie. Hein. Si vous ne mettez pas beaucoup, vous ne gagnez pas beaucoup. Hein. Voilà, Légui, Mati. Donc, faites-nous l'honneur de nous présenter le compte de résultat, mais normalisé. Parce que ici, ce qu'on a mis ici, voilà, ce qu'on a ici, c'est le compte de résultat qu'on peut qualifier de simplifié. Voilà, donc voilà le compte de résultat normalisé. En fin d'année, c'est ce que vous allez déposer aux impôts. Et l'échéance, c'était hier. Hein? L'échéance pour déposer le premier acompte prévisionnel, là, c'était hier, 17. Ça, c'est quoi? C'est pas de l'argent. Ah. Tiens, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on a une rubrique vente de marchandises? On le met pour combien? Voilà, et le format normalisé nous indique les signes des rubriques. Ça, c'est des rubriques de compte de résultat. Donc, on met là-bas combien? 11 millions. Mati? Micro? Éteignez l'autre. Ouais. Éteignez l'autre. 11 millions. Voilà, validé. Donc là, pour ne pas vous tromper, tout ce que vous répercutez là-bas, il faut le marquer ici. Hein? C'est bon? Ensuite, achat de marchandises, est-ce qu'on l'a? Pour combien? 3 millions 500, voilà. Validé. Est-ce que c'est bon? Faut pas me regarder, regardez le tableau. Même si je vous parais sympathique. Ah, c'est ça, hein, le boulot. Est-ce que c'est bon, 3 500 000? Surtout ceux qui sont devant l'écran là, ou ceux qui sont devant là. Est-ce que c'est bon? C'est sûr? Ah, on avance? Attends. Variation de marchandises, de stock de marchandises. On l'avait trouvé, c'était combien? Moins 2 200 000. Ah, moi je dis, tout ce que je dis, il faut le capter. Les blagues, vous le mettez de côté, mais tout ce que je dis d'utile, il faut le capter. Qu'est-ce que je dis? Je vous ai dit que ils vous ont indiqué le sens des signes. Voilà, achat, c'est dépense, il faut le mettre avec le signe négatif. Donc mettez moins 3 500 000. Voilà, moins. Si, la variation, c'est stock final moins stock initial. Moins 3 500 000.
C'est bon? Voilà. Et vous voyez? Est-ce que c'est bien ça? Variation, c'est bien moins de 2 millions de Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moins 2 millions 200? Donc celui qui m'a donné les 5 millions 700 là, c'est pas bon, hein? Qui m'a donné les 5 millions 700 là? Il se cache où? Non, c'est pas possible. 500 moins plus. Il y a un problème de... C'est moins 3 millions 500. Mettez moins 2 millions 200. C'est celui qui m'a donné 5 millions 700 là qui s'est trompé. Ouais, mais le coût d'achat des marchandises vendues, c'est 5 millions 300 au lieu de 5 millions 700. Même le livre, il met 5 millions 300, page 25. Qui m'a donné 5 millions 700 en m'induisant en erreur comme ça là. Non, il n'y a pas de problème. Non, ici, on n'a pas les mêmes calculs. On n'a pas les mêmes paramètres. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, c'est coût d'achat des marchandises vendues. Alors que ici, c'est marge commerciale. Ce n'est pas la même chose. C'est bon? Là, c'est bon, hein? 5 millions 700, c'est bon. Ce n'est pas les mêmes calculs. Ici, c'est le coût d'achat, c'est une charge. C'est pas là-bas, c'est au niveau de la variation que je parle. Les 2 millions 200 là. C'est bon? Variation égale. Variation de stock égale. Égale? Non, allez-y. Vous avez calculé de l'autre côté. Micro. Variation de stock. Variation de stock. On a trouvé de l'autre côté plus 2 millions 200. Oui. Oui. C'est moins variation de stock qui fait plus 2 millions 200. Moins, ça fait plus. Oui. J'ai mis moins, ça fait Oui. plus. Oui. C'est bien égal à moins, parenthèse, 1 million 800 moins 4 millions. Ça fait plus. Oui. Mais ce que je dis, là, on ne doit pas trouver 5 millions 700. Pourquoi? Parce que ici, c'est le coût d'achat des marchandises vendues qui est égal à 5 millions 700. Alors que ici, c'est la marge commerciale qui est égale à la différence entre les ventes moins le coût d'achat des marchandises vendues. Oui. Donc les 5 millions 700, c'est en rouge. C'est 3 millions 500 plus 2 millions 200. Ça fait 5 millions 700. 11 millions moins 5 millions 700, c'est normal qu'on trouve 5 millions 300. Donc ce qu'on a calculé en bleu là, ça est là. C'est les deux rouges. C'est bon? Qui n'a pas compris? C'est bon? Allez, on continue. Vente de produits fabriqués, est-ce qu'il y en a? Vente de produits. Ici, on a intérêt reçu et loyer reçu. Donc, mettez 0. Il n'y a rien. Ou bien laissez comme ça. Travaux et services vendus. Est-ce qu'il y en a? Mettez 0. Produits accessoires. Est-ce qu'il y en a? Loyer reçu. Donc, mettez 300 000. Voilà. Validé. C'est bon? Tout le monde suit, hein? Attends, on continue. Donc, vous voyez ici, le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est en haut, en plus. Donc, on peut dire ici que l'entreprise a sécrété un chiffre d'affaires de 11 300 000 francs. Ensuite, production stockée, est-ce qu'il y en a? 0. Production immobilisée? 0. Subvention? Autres produits? Transfert de charge? C'est pas parce qu'il y a les rubriques qu'il faut mettre forcément là-bas quelque chose. Hein? Transfert de charge? 0. Achat de matières premières et fournitures liées? Non, il n'y en a pas. Variation de stock? Il n'y en a pas. Autre achat? Autre achat?
Hmm? Regardez le truc bleu là, autre achat. Et un autre téméraire. Vous avez le micro, ok. Autre achat, qu'est-ce qu'on met là-bas? Ils ont dit autre achat. Regardez la ligne 605. 605. Et vous nous dites qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a fourniture. Micro. Celui qui a le micro. Oui, celui qui a le micro. Page 29. Page 29. Autre achat, 605. 28. Il y a 65.1, En bas. 60-51, 60-52, 60-53, 60-54, 60-55. Autre achat? Oui, voilà, et fournitures diverses. Voilà, donc là, mettez à autre achat, mettez 350 000. Voilà, et vous voyez, elle a retenu la leçon avec un signe négatif, parce que c'est une dépense. Et même la machine vous le met en rouge. Il n'y a pas de variation de stock, mettez 0. Transport, est-ce qu'il y en a? Non. Service extérieur, est-ce qu'il y en a? Non. Loyer, c'est 62. Service extérieur A. Entretien et réparation, c'est service extérieur. Donc, service extérieur, vous mettez combien? Voilà, 300 000. C'est loyer et assurance. 300 000, moins. Impôts et taxes, est-ce qu'il y en a? Pour combien? 900 000, voilà. Après? Voilà. Autre charge, qu'est-ce qu'on met là-bas? C'est les charges provisionnées. 65, 659. Charges provisionnées pour risque. Donc c'est quoi? C'est les 80 000 de pertes sur créance client. Donc mettez égal, moins 80 000. Les dotations et les charges provisionnées, c'est les 659. Les dotations, c'est les 69 et 68. C'est ça. Qu'est-ce qu'on risque de perdre? Les amendes, tout ce qui est à moins d'un an, c'est autre charge. Qu'est-ce qu'on risque de perdre? Les 80 000 du client et les 250 000 d'amende fiscale. Voilà. Donc tout ce qui est moins d'un an, c'est autre charge. Tout ce qui est plus d'un an, c'est dotation. C'est bon? Donc moins, c'est moins 250 000. Donc là aussi, je reprends. Tout ce qui est moins d'un an, c'est autre charge. C'est des 659 charges provisionnées. Tout ce qui est plus d'un an, c'est des dotations aux provisions. Voilà, entrée, ça doit faire 330 000. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, la machine nous calcule la valeur ajoutée qui est égale à la marge 5 300 plus les produits, les autres produits, moins les autres charges. C'est bon? Ça, on ne pouvait pas l'avoir ici. Descendez. Après, charge de personnel. Est-ce qu'on en a? Regardez, salaire pour combien? 800 000. Donc, on met là-bas moins 800 000. Et là, automatiquement, on a ce qu'on a, l'excédent brut d'exploit, valeur ajoutée moins charge de personnel. Donc, vous voyez que il a sécrété un excédent brut en exploitation de 2 920 000, alors qu'il avait une valeur ajoutée de 3 720 000. C'est là où je vous disais,
Si les charges de personnel sont supérieures à la valeur ajoutée, ce n'est pas un bon indicateur de gestion. Donc là, on est en train d'anticiper sur les indicateurs de gestion. Ensuite, oui. Pour les dotations de provision, Mhm. on n'a pas ajouté les 1 million là. Ça va venir. Il y a une partie réservée dans le tableau, quoi. Descendez. Reprise d'amortissement, est-ce qu'il y en a? Non, mettez 0. Voilà, dotation aux amortissements et aux provisions pour dépréciation. Ici, ce n'est pas des risques provisionnés, mais c'est des dépréciations. C'est là où on va mettre égal les créances et voilà. Donc mettez, d'abord il y a une dotation aux amortissements de 600 000, moins 600 000, égale moins 600 000. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, et moins ça on a vu, ça on a vu. Donc il reste ça, 1 million et 600 000. Moins 1 million. Donc c'est à plus d'1 an. C'est pourquoi c'est des dotations. Entrée. Voilà. Vous voyez, résultat d'exploitation est égal à somme des charges des produits d'exploitation moins somme des charges d'exploitation. Et le gars, il est toujours, il est bon, hein, parce qu'il a toujours 1 320 000 de trucs. Donc tout ce qui est décaissable, ça lui permet de sécréter une marge de 2 920 000. Et si on ajoute les non encaissables moins les non décaissables, il a une marge de 1 320 000. Et vous voyez, il a réduit, du fait des amortissements et des provisions, la réserve, il a réduit le résultat de 1 600 000. C'est bon? Ensuite, on continue. Donc, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est l'élément d'exploitation. Maintenant, il reste les éléments de financiers, produits financiers et frais financiers. Revenus financiers assimilés, donc c'est les intérêts reçus. Mettez 350 000. Voilà. Est-ce qu'on a des reprises de provisions financières? Non, mettez 0. Validé par entrée. 0. Transfert de charge aussi, on n'en a pas. 0, oui. Au fond, micro. Donnez-lui le micro. Oui. On l'écoute. Oui, dans la cellule 31, autre charge. Oui, n'est-ce pas, on fait moins 80 000, moins 100 000, moins 250 000. Non, les moins 100 000 là, c'est intérêt payé, hein? Ça c'est financier. Oui. C'est-à-dire, c'est autre charge d'exploitation. D'accord. Les moins 100 000, on va les retrouver dans frais financiers et charges assimilées. D'accord. Donc on met moins 80 000, moins 250 000. Parce que c'est des risques provisionnés. D'accord. On les à moins d'1 an. Ok. Voilà. C'est bon? Et maintenant, frais financiers, on a les moins 100 000. Et on a bouclé la boucle. Oui, moins 100 000. Dotation en provision financière, vous mettez 0. Voilà. Et vous voyez que le résultat financier, c'est produit financier moins charge financière. 350 moins 100, ça veut. Donc, en plus du résultat d'exploitation de 1 300 000, l'activité a sécrété un résultat financier de 250. Donc, la somme des deux va me donner le résultat global de tout à l'heure. Et maintenant, viennent les activités hors, la partie hors activité ordinaire. Descendez, on va dérouler. Descendez. Voilà. Voilà. Descendez jusqu'en bas. Voilà, c'est bon. Descendez. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est le hors activité ordinaire. Y compris cette partie-là. Les produits de cession d'immobilisation. Si vous avez un véhicule, ce n'est pas tous les jours que vous les vendez. Donc, c'est exceptionnel. Vous le mettez ici. Les autres produits HAO. Par exemple, subvention d'équilibre. Vous le mettez ici. La valeur comptable des cessions d'immobilisation, on les considère comme des charges. C'est-à-dire le total des amortissements. Ça, vous le mettez ici. Les autres charges HAO, ça, vous le mettez ici. Et ça vous donne le résultat hors activité ordinaire. Ce qui fait que
Ça aussi, c'est d'autres charges HAO. Vous le mettez avec des signes négatifs. Participation des travailleurs au fruit de l'expansion, je vous l'avais dit. C'est comme les gratifications, les 13e mois. Impôt sur le résultat. Là, vous prenez résultat net avant impôt. Ce sera 1 570 plus 0, c'est 1 570. Vous faites les déductions et les réintégrations. Et vous avez le résultat fiscal. Vous appliquez combien de pourcents? 30%. Et là, vous le mettez en impôt sur le résultat qui va vous donner le résultat net après impôt. Et c'est ça que vous allez déposer avec les états financiers en fin d'année, au plus tard le 30 avril, avec le chèque, le dernier chèque qui va solder l'acompte provisionnel. Parce qu'on donne un premier acompte le 15 février. Donc, comme le 15 c'était le week-end, on l'a mis au 17, lundi, premier jour ouvrable. Ensuite, le 15 avril et le solde à la fin du mois d'avril. Là, ça rentre dans le cadre de la gestion de la trésorerie de l'État parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à fin avril pour pouvoir avoir les données d'encaissement. C'est bon? Question? Oui, Serigne? C'est bien Serigne? Ah, j'ai entendu les autres dire Serigne, moi je m'y mets aussi quoi. Micro, sinon ils vont être fâchés contre nous là. Comme Faye n'a pas voulu qu'il le voie. Notre ami Faye. Oui. Est-ce que, par exemple, au niveau des entreprises, Oui. pour éviter de payer tous les impôts dus Oui. à l'État, Oui. est-ce qu'on peut jouer sur notre comptabilité? Ah, là, si, vous pouvez. Parce qu'on peut tout faire, parce que c'est la liberté d'expression et d'action. Mais on contrôle toujours. Pourquoi on vous dit de déposer vos états financiers en fin d'année? C'est pour des fins de contrôle. Hein? D'abord, contrôle sur pièce. Si on est convaincu de l'infraction, il y a une brigade de vérification, aussi bien sur le plan douanier que sur le plan fiscal, qui va se déplacer au niveau de l'entreprise pour vérifier. Ah, mais est-ce que l'État contrôle les ventes des entreprises et Les ventes que l'entreprise fait? Mais bien la sûr. production et les ventes. Mais pourquoi on vous dit Ninéa, il faut. Oui, il y a les conditions. Attendez. Comment on vérifie? D'ailleurs, le premier élément de contrôle, c'est le Ninéa. On vous a tous à l'œil. Il y a un document là sur le Ninéa. Après, on va vous mettre voilà, décret. Décret sur le Ninéa. Donc, le décret vous dit, sont créés un numéro d'identification national qui est unique, comme la carte d'identité. Des entreprises et associations, même si on n'est pas à but lucratif, il faut l'avoir. Et un répertoire national des organismes énumérés. Bon, il est fait obligation aux entreprises, personnes physiques, morales et morales, exerçant une activité sur le territoire du Sénégal, quelle que soit leur forme, leur statut juridique, leur nationalité. Association, administration publique centrale, même l'État, même le Trésor a un INEA. Et le répertoire, c'est le RNEA. Et là où on va vous détecter, c'est au niveau de et vous voyez, il y a votre nationalité, la forme juridique, l'adresse, tout, le capital. Ça, on va vous le donner. Il y a un article où ils disent qu'il faut le mettre obligatoirement sur les factures. Donc les informations contenues dans le répertoire national sont diffusées de droit aux membres du comité des associés. Ils sont accessibles via le web à tout organisme ou individu habilité par le directeur. Il y a un document où ils disent qu'il faut le mettre
Ça, je vais regarder, après je vais vous dire. Parce qu'ils disent que obligatoirement, il faut mettre le NINEA sur les factures. Article 3, il dit quoi? Est porté sur les lettres, les factures, les quittances et reçus établis par les personnes visées à l'article 2. Ce numéro est également indiqué à la suite du nom de la raison sociale sur toutes les déclarations, actes ou pièces produits émis ou passés par les dites personnes dans leurs relations avec les entreprises et services publics et privés. L'usage du numéro est obligatoire dans les rapports entre les administrations et les organismes visés, ainsi que dans les rapports entre les différentes administrations lorsque ceci concerne ces organismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où vous faites, là où vous faites des transactions, publiques ou privées, on vous identifie. Si vous ne déclarez pas, parce qu'à la fin de chaque mois, au plus tard le 15, il faut reverser la TVA. Mais vous reversez la TVA avec les factures, n'est-ce pas? Sur les factures-là, vos factures de vente, celui qui collecte la TVA, il va reverser, il va faire la déclaration avec les factures, où il y aura votre NINEA. Maintenant, si vous jouez toujours au malin, vous ne mettez pas le NINEA, ces factures-là ne seront pas autorisées à déduction de la TVA sur achat. Vous voyez? Donc ça veut dire que quel que soit AFA, le fisc, l'administration fiscale vous a à l'œil. Et même vos relations avec les banques, ils vont dire que le numéro de compte bancaire, il faut l'inscrire sur la facture. Là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un ATD, un avis à tiers détenteur. C'est-à-dire on va bloquer votre argent. Oui, on va bloquer votre argent au niveau de la banque. Rien que pour que vous payiez des impôts. Ou bien pour satisfaire le redressement fiscal. Oui, question? Oui, monsieur, c'était par rapport... j'ai vu une entreprise individuelle. Oui. Il précompte la TVA. Oui. Il encaisse la TVA. Oui. Mais... Elle ne reverse pas. Ne verse pas. J'ai vu 2 ans, mais il n'est jamais passé au niveau de l'impôt. Ah, il est en sursis. Il est en sursis. Avec l'État même, quand on joue au malin, on te laisse là-bas. Parce qu'il y a d'autres priorités. Mais le jour où on te pince, c'est la fermeture. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises fermées. Parce qu'ils font du prestation de service par rapport au service froid. Froid? Oui. En général, ils travaillent avec les hôpitaux, les cliniques. Non, on va le pincer. Il suffit juste de prendre une facture, de mettre son numéro. Le répertoire, maintenant, il est unique. Donc, il suffit juste d'interroger son numéro et on va voir tout ce qu'il a comme avoir fiscal, comme dette fiscale. Là, on va lui dire, tu vas payer le principal et ensuite tu payes les pénalités. Et il y a beaucoup de pénalités. Il y a pénalité pour défaut de déclaration, il y a pénalité pour fausse déclaration. Mais il n'est jamais allé déclarer. Non, dis-lui qu'il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Maintenant, il aura un problème quand il va aller déclarer. Là, il faudrait qu'il négocie. Parce qu'actuellement, il veut changer son statut et passer d'une entreprise individuelle à une SARL. Mais il a peur d'aller au niveau de l'APIX. Tu vois qu'il a peur. Parce qu'à l'APIX, là, c'est un guichet unique, il y a un service des impôts là-bas. Hein? Ah, vous croyez que quand vous créez, après, on va vous laisser dormir? Non. Mais par exemple, s'il dissout l'entreprise individuelle et il en crée un autre, une SARL. Oui, d'accord. Il va créer une entité nouvelle. Mais l'ancienne entité, là, elle a un passé, elle a une historique. Là, les gens peuvent y revenir. Hein? Oui. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut laisser les documents comptables pendant 10 ans. Le délai de droit commun. Donc, jusqu'à 10 ans, on peut le pincer. Si c'est le droit commun. Maintenant, en matière fiscale, jusqu'à 4 ans ou 5 ans, il peut courir. Pour la sanction. Voilà, pour la sanction. S'il n'est pas sanctionné, s'il n'est pas inquiété pendant cette période, c'est ça qu'on appelle, comment ça s'appelle en droit là? Le délai d'extinction. Non. Il y a un terme là. Il y a un terme, ça va me revenir. C'est-à-dire délai de prescription. Oui, c'est ça. Il y a la prescription de droit commun et il y a des règles spéciales par rapport au recouvrement des recettes fiscales. Là, c'est 4 ans ou 5 ans.
Si pendant 4 ans, il n'a pas reçu d'avertissement, on ne l'a pas inquiété, là c'est prescrit. Parce que là, c'est l'administration qui n'a pas fait son job. Mais dans les 5 ans, s'il reçoit une lettre ou bien une notification ou bien un avertissement, à ce moment-là, supposons il reste 4 ans. 3e année, il reçoit ça. Ou bien même à la 4e année, avant que le délai n'expire. Là, c'est un autre délai de 4 ans qui va encore courir. Mais en matière commerciale, la preuve peut rester 10 ans. N'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'on appelle prescription quadriennale, prescription décennale. Par rapport à l'article 3. Oui. Du NINEA. Oui. Oui. Ah, vous l'avez? Non, je veux dire, par rapport à... Affichez ça. Oui, pour le NINEA sur les factures. Oui. Est-ce que c'est nécessaire après de mettre le cachet? Le cachet? Oui. Sur la facture? Si on doit facturer, on peut mettre seulement la signature. Bon, le cachet, c'est juste pour authentifier. C'est pour authentifier. Mais le cachet n'a de valeur qu'en Afrique. Hein. En Europe, là, ils ne mettent pas de cachet. Donc il y a déjà l'entête avec les... Il y a l'entête. Donc l'entête doit comporter le nom commercial ou la raison sociale. Ouais. Donc, il y a des entreprises individuelles qui ont le propre nom du propriétaire ou bien qui ont un nom commercial. Comme par exemple, vous vous appelez Omar, vous dites Omzo Business. Ça, c'est le nom commercial. Ou bien établissement. S'il n'y a pas de nom commercial, on met établissement Omar. Okay. Ensuite, il y a l'adresse du siège social. La plupart du temps, ils mettent le domicile. Il y a le contact téléphonique. S'il y a une adresse postale, on le met. Mais l'adresse du siège est obligatoire. Après, il faut mettre le registre de commerce et le NINEA. Si vous avez un compte bancaire aussi, vous le mettez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous le mettez. Mais dans le cadre d'un contrat public, d'un marché public, il faut mettre le numéro de compte bancaire parce que l'État ne paye pas espèce. Dès que l'État a affaire à un fournisseur, même si c'est 1 franc, l'État paye par virement bancaire ou bien par chèque. Et c'est le numéro de compte qui est dans le compte. Donc, c'est le numéro de compte qui est dans le contrat. S'il y a changement, on doit aussi... S'il y a changement, il faut aller chez la partie co-contractante, le co-contractant, pour demander un certificat administratif pour modifier le numéro. Parce qu'il y en a qui contractent avec l'État avec un numéro de compte. Entre-temps, ils prennent des engagements à la banque. Et quand le paiement doit intervenir, ils veulent changer l'assignation, la domiciliation. Là, arrivé au trésor, on rejette la dépense. Et le trésor est carré. Il va virer dans le compte qui figure dans le contrat. Si avant le virement, vous ne faites pas les modifications nécessaires, même si le compte est fermé, ce n'est pas notre problème. Même s'il y a un certificat de non-engagement et autres. Ce n'est pas notre problème. C'est le contrat qui fait foi. Parce que l'État juge, le comptable public qui vire, le banquier du trésor, lui, il juge sur pièce. Est-ce que c'est obligatoire pour un projet de développement d'avoir les NINEA et registre de commerce? Bien sûr, il l'a dit. Même l'État central a des NINEA. Par exemple, nous, dans le cadre de nos projets informatiques, on devait importer du matériel de l'extérieur. Mais au niveau de la douane, on nous a demandé notre NINEA pour faire la DP, la déclaration préalable d'importation. Si vous n'avez pas le NINEA, vous ne pouvez pas le faire. Même les associations, les ambassades qui sont exonérées, ils doivent avoir le NINEA. C'est le répertoire des qui. C'est comme les cartes d'identité. Il faut une identification. Ce n'est pas parce que vous avez le NINEA que forcément vous effectuez des activités à but lucratif. Merci. C'est bon? Oui. Micro? Donnez-lui le micro proche là. Oui. Donc ça aussi, je vais envoyer, ils vont le mettre dans le truc. Ou sinon, vous recherchez un décret sur NINEA. Ça, c'est dans le net. Oui, j'ai dit concernant la TVA. Oui. En fait, si une entreprise supporte plus de TVA qu'elle ne collecte, dans ces cas, on dit qu'il y a un crédit de TVA. Oui. Maintenant, dans ces cas, comment l'État peut le régulariser? Voilà, l'État dit,
L'État est fort. Ça, il y a ce que l'on appelle, je vous l'avais dit, prérogative de puissance publique. Personne ne me doit, mais moi, quand je vous dois, je vous paye comme je veux. L'État dit, ce crédit de TVA-là, vous avez la possibilité de le reporter au mois suivant et de l'imputer là-bas s'il y a quelque chose, si vous avez collecté quelque chose. Maintenant, ce report-là ne dépasse pas 2 ans. Passé ce délai, il faut réintégrer. 2 ans, vraiment. C'est beaucoup. Ah oui. Et l'État ne fait pas de compensation. Je vous dois, vous me devez des recettes fiscales, moi, État, et je vous dois des paiements. On ne va pas dire on contracte et on paye la différence. Non. Vous payez les recettes fiscales et moi, je vous paye quand je veux. Ça aussi, c'est l'État. L'État est là pour tous. Il n'y a pas de contraction. C'est ça qu'on appelle la compensation. La compensation. Mais dans le privé, ça existe. C'est-à-dire, vous devez une créance, vous devez une dette, on vous donne la possibilité de contracter et la différence qu'on appelle soult, vous payez. C'est comme l'échange, le trop. Ouais. Mais pour l'État, non. L'État peut, mais vous ne pouvez pas. Ça peut pénaliser l'entreprise, en fait. Mais c'est comme ça, c'est les règles. Si l'État n'avait pas de puissance, le pays allait s'effondrer. Voilà, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Même en Afrique, nous, on ne sent pas le poids de l'État. Mais en Europe, vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, mais vous êtes pris par les trucs là, comment ça s'appelle, les photos là. Les trucs de contravention là. Les flashs là. Vous êtes flashés. Et eux, comme eux, ils ont un bon référentiel, un bon répertoire des individus et des entreprises. Mais vous le prenez à 10h30, mais à 10h45, on vous envoie le mail chez vous ou bien la lettre chez vous, la contravention. Et vous êtes obligé de payer. Parce que là-bas, c'est le système des permis à points. On vous enlève des points. C'est ce qu'on va installer avec le Cap Karangue là. Ah oui. Là-bas, vous conduisez, vous dépassez la limite de vitesse autorisée, mais il y a des panneaux, des écrans qui flashent la plaque et qui vous disent tel matricule, slow down, si c'est en Angleterre. Et ça, je l'ai vu en 2008. Donc imaginez en 2008 jusqu'à présent, là, il faut payer. C'est-à-dire que c'est les impôts qui font le développement, contrairement à ce qu'on pense ici en Afrique. En Afrique, on ne paie pas d'impôts, on ne sera jamais développé. Parce que les impôts, c'est des ressources internes pour financer le fonctionnement de l'État et les investissements. C'est comme l'entreprise. Mais si vous comptez sur des ressources externes, comme l'aide extérieure, l'emprunt, mais on ne va jamais se développer. Mais on a dit aussi trop d'impôts tue l'impôt. On a dit aussi trop d'impôts tue l'impôt. Ouais, c'est pourquoi on a créé le Code général des impôts, qui est voté à l'Assemblée par les représentants du peuple. L'administration fiscale n'a fait que proposer un texte que l'émanation du peuple a voté et appliqué. Maintenant, quand c'est voté, ça s'applique à tout le monde. Mais je vous dis, toutes les entreprises qui respectent les obligations fiscales et sociales, ils n'ont aucun problème. Aucun. C'est comme un mari qui est nickel, mais quand il va chez lui, il dort comme c'est pas possible. Est-ce que l'État n'est pas le premier fautif? Quel fautif? Les exonérations sur les sociétés. Quelles sociétés? Il y a plusieurs sociétés qui sont exonérées. Mais c'est normal, certaines exonérations, c'est normal. Quand vous faites produit du cru, vous ne faites pas de transformation. Mais là, on ne peut pas vous imposer la TVA. Micro. Je vois des gens qui ont une dent contre l'État là. Alors que vous là, même l'air que vous humez, c'est l'État. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime bien l'État. Oui, micro. Avant 2012, les sociétés minières sont exonérées. Avant 2012? Oui. Wow. Maintenant? Ça, je ne peux pas répondre. Nous, à la fac, quand on avançait une chose, le prof nous disait
Quel est le soubassement juridique? Quelle est votre preuve? Hein? Est-ce que vous avez une preuve de ce que vous avancez? Hein? Juriste, il faut lui parler. Hein? Mais c'est normal, il faut que les entreprises payent. Parce que c'est juste un mode de financement du développement. Il ne faut pas le prendre pour quelque chose qui vous empêche d'avancer ou non. C'est tout, hein? Parce que vous avez décidé de créer de la richesse. Mais quand quelqu'un crée de la richesse, c'est comme le père de famille. Hein? Il gagne de l'argent et il ne veut rien donner à sa femme. Parce qu'il est radin. Est-ce qu'il y aura de la joie au niveau du... Vous êtes des enfants de l'État. On vous paye PSEJ, ainsi de suite. Les enfants, quand ils vont à l'école, est-ce que vous exigez quelque chose en contrepartie d'eux? Non. Mais quand ils sont majeurs, ils ont des revenus. Là, vous êtes un bon père de famille, vous pouvez dire que je ne paye plus l'électricité ou le courant, c'est à vous de le payer. C'est pareil pour l'État. L'État vous donne des bourses, les étudiants là. Est-ce qu'on exige quelque chose de vous? Rien du tout. Voilà. On vous donne à manger. Vous avez même payé le luxe de mettre le feu au restaurant central là, de l'université avant-hier là ou hier. Hein? 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 Vous êtes tous? Quel accidentel? Oui. Voilà. Hein? Qui va payer les pots cassés? C'est l'État. Mais on pouvait dire, vous étudiants, l'État, est-ce que l'État, vous allez voir l'État avec sa tête, son corps, ses pieds, venir au resto et prendre le repas? Mais il peut dire que qui tire profit du restaurant, c'est les étudiants. C'est à vous de le reconstruire. Mais l'État va mettre les moyens pour le reconstruire. Et ça, vous allez encore, pour remercier l'État, hein, être dans les rues, jeter des pierres, incendier des véhicules. Nous, honnêtes citoyens qui payons nos impôts vraiment et tout, on doit aller au bureau, il y a un rendez-vous important, il y a même un rendez-vous pour embauche, vous boirez la route. Le gars est en retard et on le renvoie. Après, vous dites que vous voulez le développement. Il faut analyser. C'est ça. Oui. Nous, on paye l'impôt sur le revenu. Oui. Ça fait presque à peu près entre 35 ou bien 30 et 40%. Ils disent que si ça dépasse 40%, limitez ça à 40%, l'impôt sur le revenu. Des fois, on pleure. Hein? Oui. Moi, je ne suis pas à l'État. Moi, je suis un élément de l'État. Oui. Micro. Ensuite, on progresse. Parce que Mathie, elle est un peu fatiguée. Hein? Par rapport à ça, est-ce que... Prenez une chaise, hein, si vous voulez, vous vous asseyez, si vous voulez. Est-ce que tout doit forcément passer par les impôts? Est-ce qu'il n'y a pas... Tout doit... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour l'État d'éviter les recours au financement extérieur? Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui soutiennent que les effets de retombées, par exemple? Quand on impose moins les entreprises locales et que c'est ce qu'on appelle les économies de l'offre. L'économie de l'offre. L'autre micro là. Ou bien l'économie à effet de retombée, par exemple. C'est-à-dire on impose moins pour on gagner impose plus. moins pour permettre aux entreprises d'avoir plus de financement. Voilà, il y a certains pays, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que les recettes fiscales pour l'État. Hein. Il y a les recettes fiscales, impôts, directs, indirects et droits d'enregistrement. Et il y a les recettes non fiscales. Il y a aussi les recettes douanières. Parce que fisc est différent de douane. Hein. Dans les recettes douanières, il y a la TVA à l'importation. Ça, c'est une recette fiscale. Mais les droits de douane, c'est des recettes non fiscales. C'est des recettes douanières. Est-ce que vous voyez? Les licences de pêche, les trucs pour les taxis là, ce que vous payez avant d'avoir l'autorisation de conduire un taxi, ça c'est des recettes non fiscales. Les amendes forfaitaires, c'est-à-dire on vous pince, vous avez fait une infraction dans la rue,
on vous pince sur l'autoroute. Ça, c'est des recettes non fiscales. Il y a aussi les services marchands, c'est-à-dire l'État ne doit pas s'immiscer dans ce que font les entreprises. Mais il y a certaines activités, l'État fait des transactions commerciales. À ce moment-là, l'État est considéré comme une entité privée. C'est le secteur parapublic. Là, ils vont payer des impôts au même titre que les entreprises privées. Maintenant, si tout ça ne parvient pas à couvrir les charges de l'État et à faire les investissements, c'est à ce moment-là qu'on autorise l'État, l'Assemblée que vous avez élue, c'est à ce moment-là qu'on autorise l'État à recourir à l'emprunt, soit l'emprunt intérieur ou bien l'emprunt extérieur. L'année dernière, c'était l'emprunt extérieur, c'est ça qu'on appelle le eurobond. C'est 1000 milliards qu'on a levé. Cette année-ci, je pense que la semaine passée, c'était 50 milliards de bons du Trésor. Il y a les bons et obligations du Trésor. Bon, on continue. Donc là, on a vu les indicateurs de gestion. On va y revenir rapidement. Mais comme indicateur de gestion, allez sur le fichier Excel. On l'avait vu furtivement ici. Donc là, on va essayer de progresser. Bon, ce qui reste, c'est théorique, quoi. Remonter. Donc les premiers indicateurs de gestion, c'est d'abord la marge brute sur marchandise. Donc c'est la marge commerciale. Ou bien autant ça s'appelait marge brute sur marchandise. Ils avaient créé deux marges. Marge brute sur marchandise, marge brute sur matière. Maintenant, c'est juste marge commerciale. Ça, c'est pour mesurer l'activité commerciale, les performances de l'activité commerciale. Donc, soit on est entreprise commerciale, ou bien on est entreprise individuelle, ou bien on est industriel, ou bien on est prestataire de services. Donc, ça, c'est l'activité commerciale. Maintenant, tout ce qui est prestations, ainsi de suite, ça va rentrer dans le calcul du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires n'est pas égal à résultat. Des fois, les gens, surtout les agripreneurs, ils vendent toute la récolte, ils ont beaucoup d'argent en poche, ils croient qu'ils sont heureux, ils sont riches. Alors que ici, vous voyez, il a 11 300 de chiffre d'affaires, mais le résultat n'est égal qu'à 1 570 000. Là aussi, il faut être alerte. Donc, descendez. Donc, premier, marge commerciale. Deuxième, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. C'est ça qu'on appelle chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez la valeur ajoutée. C'est la marge commerciale plus les autres charges, les autres produits moins les autres charges d'exploitation. En principe, c'est les produits intermédiaires qui permettent de dégager la valeur ajoutée. Donc, vous voyez, il a un chiffre d'affaires de 11 millions, mais il n'a une valeur ajoutée que de 3 720 000. Et vous voyez, lui, il maîtrise sa masse salariale. On avait le débat hier, là, est-ce qu'il faut démarrer avec un comptable ou non? Donc, lui, il maîtrise, ce qui fait que, jusqu'à présent, l'exploitation sécrète un bénéfice interne de 2 920 000, qu'on appelle excédent brut d'exploitation. Si c'est une perte, c'est une insuffisance brute. Après, maintenant, on prend les charges décaissables et les produits non encaissables. Les charges non décaissables, c'est les reprises des dotations. Descendez, et ça nous donne un résultat d'exploitation total. Vous pouvez le contrôler là. Si vous prenez total des produits d'exploitation, moins total des charges d'exploitation, vous devez trouver 1 320 000. Là, c'est l'autre indicateur de gestion. Ensuite, descendez. Donc ça, c'est le cours de demain qu'on anticipe. Après, il y a le résultat financier. C'est tout ce qui est produit financier, hors produit d'exploitation, et tout ce qui est charge financière, hors charge d'exploitation. Donc, c'est deux compartiments différents. Donc, j'ai l'exploitation, j'ai le résultat financier, j'ajoute les deux, c'est ça qui me donne le résultat des activités ordinaires. Si j'avais des éléments hors activité ordinaire, je calcule le résultat et la somme me donne le résultat global. Avant impôt, je calcule les impôts et j'ai le résultat après impôt. Question avant qu'on progresse? C'est bon? Oui? Dernière question, après on progresse. Donc là, on a vu 25 pages. Oui, question?
Je disais, est-ce que via ce tableau, on pourrait se suffire pour quand même projeter l'activité de l'entreprise sur les 5 ans ou les 4 ans? Bien sûr. C'est pourquoi quand vous allez faire le business plan, ce tableau-là, c'est ça le compte d'exploitation prévisionnel. Il y a quelqu'un qui l'avait posé là. Même le bilan qu'on avait vu là, c'est ça le bilan prévisionnel. N'est-ce pas? Sur 5 ans. 5 ans, 3 ans, ainsi de suite. D'habitude, la période minimale, c'est 3 ans. N'est-ce pas, partant de ça, on peut calculer la CAF? Bien sûr. Bien sûr. D'accord, c'était ça. Ça, c'est d'autres formules, quoi. Ouais. Parce que dans le truc, l'étude de projet, on vous demande des indicateurs financiers comme la CAF, le taux de rentabilité, patati patata. D'accord. Ça, c'est à partir des éléments du bilan et de certains éléments de l'exploitation. CAF, c'est tout ce qui est encaissable. Résultat encaissable, sans les décaissables, sans les non décaissables. Est-ce que vous comprenez? Je prends les recettes encaissables et encaissées, moins les dépenses encaissables et encaissées. C'est ça la CAF, capacité d'autofinancement. Non, ça c'est l'autofinancement. Maintenant, si on ajoute les non encaissables en produits et en charges non décaissables, c'est ça qui me donne la capacité d'autofinancement globale. Mais ça, dans les états financiers, il y avait un document qui le calculait automatiquement. C'est ça qu'on appelle le tableau financier des ressources et emplois, qui est remplacé maintenant par le tableau des flux de trésorerie. Parce que tout ça, ça aura une incidence en trésorerie. On le verra tout à l'heure avec les indicateurs de gestion. Maintenant, le bilan va nous permettre de dégager, de sortir les éléments en grande masse, de calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. C'est bon? C'est bon, oui. Voilà. Allez, merci. Donc là, on avance. C'est bon, hein, Mati? Elle a fait le job, hein? Maintenant, pour ce qui reste, ça à faire à la maison. C'est Meubles du Sud, page 26. Donc c'est dans la plateforme, avec les documents à remplir. Fruits et légumes de la Petite Côte pour les agripreneurs. Ça aussi, dans la plateforme, oui. Oui, il y aura la consigne. C'est ce que j'ai dicté ce matin. Donc vous avez 4 exercices à faire à la maison. 4 cas. K1 concernant votre activité. K2 et 3, c'est Meubles du Sud et fruits et légumes de la Petite Côte. Et K4, c'est votre bilan d'ouverture. C'est bon? Donc là, on progresse. C'est bon? Merci, Mati. Oui. Nous voudrions juste que vous reveniez sur ce que vous venez de dire concernant le travail à faire. Travail à faire. TAF. TAF, c'est ça. Les 4 cas là, qui sont dans la plateforme. Oui. Donc d'abord TAF, dans la plateforme, c'est des fichiers Excel. Il faut regarder l'énoncé. C'est ça le travail à faire. Et les documents de travail, c'est ça que je vous ai mis. C'est bon? Voilà. Enfin, pour Meubles du Sud. Donc vous voyez, c'est ça l'énoncé. Et voilà le travail à faire. N'est-ce pas? Pour Petite Côte, fruits et légumes de la Petite Côte. Donc vous voyez l'énoncé. Et voilà le travail à faire. C'est bon? Pour le dernier, bilan d'ouverture. Voilà l'énoncé. Et voilà le travail à faire. Ça, c'est le plus simple. Correction, peut-être qu'ils vont corriger dans la plateforme. Si vous voulez que je vous corrige, vous m'envoyez le mail. De toute façon, je vais mettre en ligne la correction. Donc, vous vous auto-corrigez. Et vous auto-octroyez une note. Voilà. Mais il y aura une évaluation. Hein? Ah oui. Je ne vous donnerai que ce que vous avez déjà vu avec les chiffres que vous avez. Je ne suis pas méchant. C'est juste pour avoir des 20.
Mais manifestement, il y a certains qui ne veulent pas de vin. Aujourd'hui, on va voir les flux économiques, le traitement des opérations, schéma d'un exercice, mettre en place sa comptabilité, fiscalité de l'entreprise, régime social. C'est des résumés. Hein? Mécanisme de TVA. Aujourd'hui et demain. Hein? Plan de trésorerie, premiers indicateurs de gestion, on a déjà anticipé sur ça. Ça, c'est l'analyse financière. La comptabilité au jour le jour. Donc ça, on a déjà vu. Voilà, les flux économiques, on a vu. Donc il y a les flux financiers, les flux réels. Hein? Quand c'est des flux financiers, c'est monétaire ou de trésorerie, recettes dépenses. Créances ou dettes, quand c'est des flux... donc monétaire ou de trésorerie, c'est au comptant. Créances ou dettes, c'est à crédit. Et pour les flux réels, il y a entrée et sortie. Ça rentre, ça sort. Point. Oui. Maintenant, pour le traitement des opérations et les supports de tenue de la comptabilité, ça intéresse votre comptable. D'abord, il y a l'analyse des flux et détermination des ressources, origine et des emplois destination. Par exemple, quand on paye le fournisseur, la ressource c'est la trésorerie, l'emploi c'est le compte fournisseur. C'est ça. Et ensuite, on va enregistrer chronologiquement, au jour le jour, les opérations dans le livre journal ou journal, par imputation dans des comptes. C'est ça qu'on appelle l'imputation comptable ou écriture comptable, comme suit. Flux entrant, c'est un emploi, on le débite. Et flux sortant, c'est une ressource, on le crédite. Donc, paiement au fournisseur, flux entrant, c'est le compte 401 fournisseur que je débite. Et le flux sortant, c'est la ressource, c'est le compte de trésorerie que je crédite. C'est ça. Et c'est ça, chaque opération est équilibrée. C'est ça qu'on appelle la partie double. Donc les équilibres individuels vont conduire à un équilibre global au niveau de la balance et du journal. Donc dans un état, si tout le monde est équilibré, globalement l'état est équilibré. Mais si tout le monde est déséquilibré, psychiquement ou financièrement, l'état ne se porte pas bien. Maintenant, les opérations des comptes inscrits dans le journal en flux entrant et sortant sont répertoriées, centralisées dans un document appelé grand livre. Ça, c'est la technique comptable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon certains vont dire que oui, j'ai des migraines. Ensuite, l'établissement d'un document appelé balance, qui est un outil de contrôle. Une balance doit balancer. Mais au Sénégal, on voit des balances déséquilibrées. Et ensuite, il y a l'établissement des états financiers à partir de la balance. Bilan ou situation patrimoniale, compte de résultat ou situation d'exploitation, et tableau des flux de trésorerie et notes annexes. Notes annexes, c'est des points spécifiques d'explication par rapport aux états financiers. Mais ça, c'est le rôle de votre comptable, ce n'est pas votre rôle. Maintenant, si on reprend le processus, on a le schéma d'un exercice comptable qui commence le 1er janvier de l'année N et qui se termine le 31 décembre de l'année N. Est-ce vrai? Et vous avez en N-1, l'exercice précédent, la balance de sortie, qui doit être égale au 1er janvier à la balance d'entrée. Plus les flux entrants, moins les flux sortants, égale à la balance de sortie au 31 décembre. C'est le fameux réservoir là où il y a stock initial plus entrée moins sortie égale stock final. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la continuité de l'exploitation. C'est un principe comptable. Et ensuite, correspondance entre balance de sortie, bilan de sortie et bilan d'entrée. Donc ici, il y a deux principes. Jusqu'à 99 ans. Ouais. Après, il faut dissoudre l'entreprise et créer une nouvelle. Ou bien demander la prorogation d'activité. Maintenant, comment mettre en place sa comptabilité? Les prérequis. Il faut avoir tous les documents administratifs, actes de création de l'entreprise et comptable, facture ou justificatif d'opération. Voilà. Ensuite, il faut se doter d'un bon service comptable.
avec si possible, en fonction des moyens du directeur, des moyens, un directeur financier. C'est la question d'hier là. Est-ce que je démarre l'activité avec un comptable ou bien je le fais moi-même? Si vous avez beaucoup d'argent, si vous devez recruter un service comptable, prenez un directeur financier qui coûte très cher, ou bien un comptable, ou un chef comptable, ou bien des comptables ou des teneurs de livres. Dans les pays développés, il y a des plateformes qui vous permettent de tenir votre comptabilité en ligne. Il convient de noter que la tenue de la comptabilité de l'entreprise peut être externalisée auprès d'un professionnel comptable ou cabinet comptable sous forme d'assistance comptable. Donc vous avez des activités complexes, vous n'avez pas les moyens de recruter un comptable dès le départ, il faut prendre un expert. Et vous négociez un contrat. Lui, il va vous fournir des prestations de services en matière de tenue de la comptabilité. Maintenant, c'est l'exercice que vous allez faire. L'exercice là, le cas 4 là. Vous allez évaluer votre patrimoine et l'introduire en bilan d'ouverture. Ça, c'est la photographie de départ. Et à partir de ce moment, il faut tenir une comptabilité au jour le jour. Il ne faut plus perdre d'informations. Parce qu'actuellement, ce que vous faites, c'est du ball-ball. Vous prenez, vous décaissez, ce n'est marqué nulle part. Mais dès que vous décidez de tenir une comptabilité, il faut faire la photographie de départ et commencer les opérations au jour le jour. Maintenant, mettre en place, ça c'était les prérequis. Et maintenant, en cours d'année, il faut saisir au jour le jour les éléments patrimoniaux et d'exploitation dans les supports appropriés, qu'on appelle journal, grand livre et balance, qu'on a vu tout à l'heure, de manière manuelle ou par procédé informatique. Là, il faut vous rapprocher de notre ami informaticien qui va vous proposer des logiciels pas chers dès le départ pour pouvoir tenir votre comptabilité automatisée. Maintenant, en fin d'année, il faut établir ces états financiers en fin d'exercice et les faire certifier par un commissaire au compte. Ça, c'est une obligation. Même si on a une entreprise avec 1 franc de chiffre d'affaires, il faut faire certifier ça par un commissaire au compte. Parce que si vous avez 1 franc de chiffre d'affaires, vous pouvez payer 500 000 francs d'impôt. Ou bien, parce que 1 franc, c'est positif. Mais si vous avez une perte, il faut payer l'impôt sur le minimum, c'est 500 000. Et on le verra tout à l'heure.